toi? Ouais, enfin, ça va, ça va. Je me mets des écouteurs en plus, enfin bon, bref, je me fais tout un bazar. Bon, hâte de t'écouter. Voilà, l'enregistrement a commencé. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Donc, je suis Cécile Buisson, je suis chef de projet en scénologie à l'Institut des cancers des femmes. Donc, l'Institut des cancers des femmes qui est dirigé par le professeur Anne-Vincent Salomon et sa directrice exécutive Jessica Legge. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de modérer ce rendez-vous IHU Sain. Pour rappel, les rendez-vous IHU Sain, ils sont organisés tous les mois, le deuxième jeudi du mois à la même heure, sur des projets de recherche de l'Institut Curie sur le cancer du sein. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Anne-Sophie Ami-Petit, qui est oncologue, chercheuse et analyste de données à l'Institut Curie. Et donc Anne-Sophie, tu vas nous parler aujourd'hui de ton expérience d'1 an en Polynésie française, où tu as été responsable du parcours scénologie et gynécologie dans le service d'oncologie médicale du centre hospitalier de Polynésie française. Donc on va d'abord, comme d'habitude, commencer par un topo, puis une période d'échange. Donc je vous laisse garder vos questions pour la fin. Donc, comme je l'ai dit, cette conférence va être enregistrée puis diffusée sur l'intranet. Donc, je vous laisse couper vos caméras si vous ne souhaitez pas apparaître sur cette vidéo. Et Anne-Sophie, la parole est à toi. Merci beaucoup déjà de cette invitation. Et puis, je suis vraiment ravie aujourd'hui de pouvoir vous parler en plein mois de février de cette expérience extraordinaire qui a été la découverte, enfin la redécouverte de l'oncologie en Outre-mer. Cette expérience, elle a été vécue donc de l'été 2023 à l'été 2024 dans le cadre d'une mobilité clinique. Hein, j'avais fait beaucoup de recherches auparavant et donc on nous demande dans la carrière hospitalo-universitaire de faire une mobilité. Souvent, les gens en profitent pour faire encore de la recherche. J'ai décidé cette fois-ci de faire une mobilité qui était essentiellement clinique, mais on va voir qu'on peut faire aussi tout un tas de choses intéressantes pour le parcours des femmes. On peut même y faire de la vraie recherche, puisqu'il y a plein de choses intéressantes à y découvrir. Donc j'ai fait cette mobilité au centre hospitalier de Polynésie française. Et donc je vais vous décrire un petit peu l'année 2023 qui a été exceptionnelle. Alors, il faut juste que j'arrive à passer. Alors, la Polynésie française, donc pour ceux qui ne connaissent pas, elle a une situation tout à fait singulière, puisque c'est un ensemble d'îles qui sont complètement isolées au milieu de l'océan Pacifique Sud. Si vous regardez une map monde, on est vraiment au milieu du bleu marine. On n'arrive même pas à voir les grains de sable que dessine la Polynésie française. On est à 18 000 km de la métropole et c'est un territoire qui est complètement éclaté. Vous avez 118 îles qui appartiennent à 5 archipels différents et qui sont éclatées sur la surface de l'Europe. Et le tout pour seulement 280 000 habitants, dont les 2 tiers, grosso modo, vont être à Tahiti. Faut voir qu'en termes de population, hein, le nombre d'habitants, ça représente à peu près la population de Angers. Donc on a 2 tiers de patients à Tahiti, l'île principale, et 1 tiers de patients qui viennent de l'ensemble des autres îles. On appelle ça les patients des îles. Donc pour qui vous imaginez que ça va faire un déracinement très fort lorsqu'ils vont devoir venir à Tahiti. Hein. C'est comme si vous habitiez en Suède ou en Grèce et qu'on vous disait vous allez venir à Paris. On imagine que c'est quand même pas du tout la même chose en termes d'habitude de vie, de climat, d'habitude de nourriture, en termes de déracinement familial. Il y a une concentration des moyens de santé essentiellement sur l'île de Tahiti. Et en fait, tous ces facteurs-là, la distance, la toute petite taille de cette population et son isolement vraiment très très marqué au milieu du Pacifique, ça fait que la Polynésie française est un territoire qui manque cruellement d'attractivité et notamment qui a beaucoup de difficultés à recruter des médecins spécialistes en oncologie. Alors l'activité d'oncologie en Polynésie, il faut savoir qu'elle a été créée en 2006. Avant, c'était les spécialistes d'organes, les gynécologues qui géraient leur cancer du sein dans leur service. C'est un petit peu de chimio par-ci, par-là, parce que ils étaient allés se former en métropole, mais l'activité d'oncologie elle-même est assez récente. La radiothérapie est arrivée en 2011. L'unité d'oncologie médicale en tant que telle date seulement de 2015, ainsi que la création d'une équipe mobile de soins palliatifs. Et en 2016, il y a la scintigraphie osseuse, enfin la scintigraphie tout court qui est arrivée à Tahiti, mais à ce jour, il n'y a toujours pas de PET scan. Donc l'activité elle est essentiellement regroupée sur un centre hospitalier principal qui s'appelle le Tahaone,
qui est un hôpital central pour la Polynésie. Tous les Polynésiens ont un jour séjourné au Taoné, que ce soit pour y naître, pour y avoir la jambe cassée ou pour plus tard y être malade. Et ça rassemble vraiment un nombre colossal d'expertises sur un même site. En termes d'oncologie médicale, il y a à peu près 800 nouveaux cas de cancer par an et l'activité du service grimpe de 15% par an parce que tous les facteurs de risque sont réunis pour que le nombre de cancers et leur incidence augmente. Alors, il y a des spécificités du côté des patients. Donc, il y a je crois que la Polynésie française est le 3e sur le podium de l'obésité mondiale, comme beaucoup d'îles du Pacifique. Donc, on a des très forts taux d'obésité et de comorbidités qui vont avec, évidemment le diabète, l'hypertension artérielle, et donc avec une espérance de vie qui est moindre qu'en métropole. On a un contexte aussi très fort de pauvreté, précarité et de violence intrafamiliale, des choses qu'on voit beaucoup moins ici, particulièrement à Curie. Et donc le contexte psychosocial, là où habite le patient, sur quelle île, est-ce qu'il y a un infirmier, qu'est-ce qui se passe dans la famille, ça va être un élément absolument majeur de la prise en charge qui va être vraiment aussi important que la mutation qu'il va avoir dans cette humeur. La population est caractérisée aussi par une gentillesse extrême. C'est vraiment des patients d'une générosité, d'une gentillesse et d'une douceur comme jamais vu ailleurs. Le cancer est encore, c'est là qu'on voit qu'on a fait vraiment un parcours énorme en métropole. Il y a encore une stigmatisation très très forte du cancer. Ça fait beaucoup plus peur qu'ici. Et alors avec une peur de la chimiothérapie qui dépasse les limites. Il y a vraiment une conception très ancestrale du cancer et de la chimiothérapie. C'est vraiment directement synonyme de mort puisque je connais le voisin. Il a eu la petite boîte sous la peau, après il a eu la chimio, il est mort. Donc tout ça, hop, on met tout dans la même histoire et donc ça fait que le cancer égale la mort. Il y a un rôle très très fort de la famille qui va influer sur les décisions thérapeutiques. Vous allez voir la patiente en consultation, vous vendez toute la chimio, etc. Vous dites, ah oui, mais moi je suis tout à fait d'accord, mais en fait il faut que je voie ma famille et qu'on voit si tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le même type de relation. Donc non seulement sur l'influence de la décision thérapeutique, mais aussi sur le soutien à la phase métastatique. Vous allez faire les astreintes de week-end en métropole. Grosso modo, les gens vont être seuls dans leur chambre avec le passage des infirmières. Quand vous allez en Polynésie faire votre astreinte le week-end, il y a 15 personnes dans la chambre, ils sont en train de masser la grand-mère au monoï avec des ukulélés et des fleurs absolument partout. Et donc ce rôle de la famille, il est du début à la fin de la maladie, et avec notamment une phase palliative qui est beaucoup assurée par les familles. Il n'y a pas d'unité de soins palliatifs stricto sensu, il n'y a pas d'hôpital dédié pour cela. Et donc les malades vont souvent rentrer chez eux, entourés par leur famille. C'est aussi marqué par une croyance très forte dans les médecines traditionnelles qu'on appelle le Rao Tahiti, qui fait que les gens se sont beaucoup soignés avec le noni, tout un tas de plantes avant d'arriver, et ils y croient très fort, puisque de toute façon, il y a le voisin au bout de la rue qui leur a vendu la potion avec le Rao Tahiti, et que ça, c'est mieux que les médicaments que vont donner les Blancs. Et donc, dans ces croyances très très fortes, il y a aussi un rôle majeur des associations de patients, c'est-à-dire que en consultation, on va pouvoir raconter tout ce qu'on veut à une jeune patiente, mère de 4 enfants qui a un cancer HER2, lui dire que vraiment ce serait très très bien si elle acceptait des thérapies anti-HER2. En fait, vous lui parlez chinois, elle ne voit pas ce que vous voulez dire, et donc du coup on dit bon là j'y arriverai pas, donc on appelle les associations de patientes pour faire une sorte de médiation culturelle en expliquant que vraiment dans sa maladie à elle, c'est vraiment très important qu'elle puisse accepter ces traitements anti-HER2. Et donc, les associations de patientes, elles disent « Ah, mais très bien, mais il y a Machine, elle habite dans la vallée d'à côté, elle va pouvoir venir lui parler et lui dire qu'en fait, ça s'est très bien passé et que maintenant, elle est en rémission complète de son cancer. » Et puis, les patients, la population est aussi caractérisée par un faible niveau de littératie en santé. C'est des gens beaucoup moins éduqués, informés que nos patients en métropole. Et donc, on va avoir une éducation qui est beaucoup faite à base de Facebook, donc avec chaque patient qui arrive en consultation en vous disant que de toute façon, il a le cancer, c'est parce qu'il a mangé trop de sucre. Donc, il y a un truc comme ça qui tourne sur Facebook, et puis ils doivent tous se refiler le tuyau. Leur première source d'information étant Facebook, avec tous les problèmes que ça crée. Et donc, c'est avec ça qu'il va falloir composer pour la prise en charge des patients.
on a quelque chose de assez notable, c'est une coordination ville-hôpital qui fonctionne. Et donc, quand on arrive, on est enchanté non seulement par le lagon, les paysages, mais aussi par le système de santé. On redécouvre qu'il existe, il y a quelque part au monde où il y a des médecins traitants qu'on peut appeler. Les patients n'ont pas de problème. Il y a même presque des médecins qui se tournent les pouces et qui attendent les patients dans le cabinet. Donc, c'est extraordinaire de travailler dans des conditions comme ça avec des médecins et de faire de la vraie coordination. Les spécialistes aussi sont accessibles. Il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas de secteur 2. Et donc, les malades peuvent vraiment sont remboursés exactement pareil qu'ils aillent en ville à l'hôpital. Et donc, le médecin spécialiste est un médecin. Il n'y a pas de sujet d'argent pour aller voir le médecin spécialiste. On a aussi des médecins libéraux du secteur privé qui viennent assister au RCP. Donc là encore, c'est des choses, on est très hospitalo-centré, très public et on ne connaît pas du tout ce type d'activité, mais la vraie collaboration publique-privée fonctionne très bien. Par exemple, en termes de scénologie, il y a un centre de radiologie privée qui gère l'ensemble du parcours de scénologie, de la biopsie jusqu'au clip, jusqu'au repérage préchirurgical, puisque ça fonctionne très bien, c'est extrêmement réactif et donc on s'habitue à travailler non pas centré sur l'hôpital, mais vraiment avec tous les acteurs du soin. Et puis, d'autres partenaires essentiels, ça va être les infirmiers, les auxiliaires de soins qui travaillent dans les dispensaires, puisque sur ces 118 îles, toutes ne sont pas habitées, mais je crois qu'il y en a au moins les 2 tiers habitées. Toutes ne peuvent pas s'offrir le luxe d'avoir un infirmier. Donc, il y a soit un infirmier, soit un auxiliaire de soins, soit dans les îles un peu plus pourvues, il peut y avoir même des médecins. Et donc, vous avez des vrais partenaires locaux qui connaissent toute l'île, toute la famille, le malade, et puis qui vont pouvoir vous aider à faire de la coordination à distance. Et puis, il y a aussi, autre bonheur extraordinaire, on a une HAD. Une HAD, c'était en fait comme si c'était le prolongement de l'hôpital à la maison. On sait que c'est bien ça le rôle de l'HAD d'habitude, mais en fait, globalement, quand on a l'habitude dans les très très grandes métropoles comme Paris, une fois que le patient est confié en HAD, il n'y a plus de son, plus de lumière, plus d'appels, on ne sait pas ce qui s'y passe, on n'a aucune information. Là, on travaille vraiment avec les médecins de l'HAD, on s'appelle, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ferais, etc. Et donc, c'est des vrais partenaires et on fait de la vraie prise en charge médicale conjointe. La coordination avec les îles et la métropole, il y a 4 hôpitaux périphériques qui sont gérés par la direction de la santé. La direction de la santé, c'est une extension un petit peu du ministère. Et donc, 4 hôpitaux publics qui n'ont pas exactement le même statut que le centre hospitalier. Donc, un aux Marquises, un sur l'île de Moorea, un sur la presqu'île de Tahiti-Taravao et un à Raiatea. Et donc, certains de ces hôpitaux font des chimiothérapies qu'on dit délocalisées, c'est-à-dire pour les malades qui habitent loin. Il faut savoir que quand on habite sur la presqu'île de Tahiti, des patients qui vont se lever à 1h30 ou 2h du matin pour venir faire leur chimiothérapie. Donc, s'ils peuvent recevoir la chimiothérapie dans l'hôpital général du coin, alors qu'il y a en fait un tout petit hôpital, il doit y avoir 3 médecins ou 4 médecins dans l'hôpital, mais si on a pu réussir à former à minima ces médecins, ça permet d'éviter beaucoup, de laisser les patients au niveau local et d'éviter de centraliser tout à Papeete. Il y a aussi des consultations spécialistes avancées qui sont des missions de 1 à 5 jours, c'est-à-dire plutôt que de faire venir les patients par avion pour venir y faire leur consultation de surveillance, plutôt que de déplacer des femmes enceintes depuis leur île jusqu'à Tahiti, c'est d'envoyer la mission des gynécologues. Donc, il faut toutes les grossesses des différents atolls pendant 1 à 5 jours. Et donc, on déplace le médecin plutôt que de déplacer les patients. Ça, c'est pour les articulations inter-îles. Et puis, il y a aussi une articulation avec la métropole, puisque on n'a pas de PET scan. Dès qu'on sent qu'on va avoir affaire à un sarcome ou quelque chose d'un peu complexe, certaines chirurgies difficiles, on va évassaner, donc on va faire une évacuation sanitaire, donc qui peut être vers la Nouvelle-Zélande ou la France pour PET scan, ou certaines chirurgies, où à ce moment-là, on va demander aux patients, donc on les envoie dans des centres de référence, mais c'est beaucoup aussi lié au fait que le patient va avoir ou non de la famille à Toulouse, à Bordeaux, à Brest, et donc on va se caler aussi sur l'environnement familial que peut avoir ce patient qui, alors là, c'est encore pire que d'être déraciné de l'atoll pour aller jusqu'à Tahiti. Le déracinement pour aller vers la France est extrêmement dur et souvent très très mal vécu par les patients. Alors, on a aussi une chance en Polynésie, c'est qu'on a des sources de données qui sont très peu dispersées, c'est-à-dire que chaque
patient, en général, dans sa vie, est déjà passé au centre hospitalier de Polynésie française, parce qu'encore une fois, il y en a quasiment qu'un. Et donc, vous allez toujours retrouver une trace du malade. C'est très, très rare, quelqu'un qui arrive et qui est complètement naïf d'historique médical, puisqu'il est forcément passé un jour par les urgences ou où il a été suivi dans un service. Et donc, chaque malade, on a un peu ce fameux dossier centralisé. On a quelque chose d'également extraordinaire, qui est le carnet rouge. Alors, c'est le carnet de santé pour les patients en affection de longue durée qui sont pris en charge à 100%. Et alors, les patients sont extrêmement disciplinés, comme ils ont bien repéré que tout était gratuit quand ils étaient à 100%, ils n'ont qu'une trouille, c'est de devoir payer quelque chose. Donc, ils arrivent systématiquement de manière très, très scolaire avec leur carnet. Et en fait, ce qui est complètement dissocié, c'est pas parce qu'on a oublié son carnet qu'on perd à la consultation, mais pour eux, c'est tellement fort qu'ils arrivent avec le carnet qui contient l'intégralité de toutes les informations médicales. Donc, s'il est allé voir le généraliste, qui pour le coup n'avait pas le logiciel de l'hôpital, on peut être absolument sûr qu'on aura le mot du généraliste, le mot de l'infirmière, et donc on peut retracer l'histoire du patient de manière extrêmement simple. Et encore une fois, ça, c'est vraiment quelque chose que les patients ne perdent pas. C'est un peu comme le carnet de santé pour les enfants, mais malheureusement chez nous, ça s'arrête à 18 ans. Et à partir de 18 ans, on perd une énergie folle à refaire l'intégralité des historiques médicaux des patients. Pareil, en termes de sources de données, on sait qu'il y a 3 scanners en Polynésie. On peut accéder au code, soit le scanner est à l'hôpital, soit de toute façon, si le patient habite à Raiatea, il a fait son scanner à Raiatea, soit c'est le scanner du privé. Et donc, en fait, quand on veut retracer des historiques d'imagerie, ce n'est pas très compliqué non plus. On a accès à l'intégralité des imageries. Et puis, on a même une articulation avec les hôpitaux périphériques, c'est-à-dire qu'on a des conventions. Et donc, le malade, quand il va faire sa chimiothérapie délocalisée dans un autre hôpital, le médecin généraliste de l'autre hôpital va pouvoir marquer un mot dans le même dossier commun, puisqu'il a les droits en écriture. Et donc, ça fait un suivi du malade de A à Z. Et c'est même le cas pour l'hospitalisation à domicile, qui, alors ça, c'était une des grandes victoires. L'hospitalisation à domicile, au début, ne communique avec nous que par mail. Puis un jour, je leur ai dit, mais en fait, vous ne voudriez pas directement écrire dans notre dossier? Ah oui, mais tu comprends, on n'a pas le droit. Hop, coup de fil au juriste. Très bien, tu peux m'ouvrir le dossier en écriture? Bah oui, la convention. Alors, cet après-midi, je ne peux pas, mais est-ce que ça va si je le fais demain? Ah oui, ça va très très bien demain. Et donc, du coup, l'hospitalisation à domicile marque ces mots directement comme une observation médicale dans le dossier médical. Donc, on voit que ça, c'est vraiment une manière de travailler qui est extraordinaire. Ces sources de données quasiment toutes centralisées au même endroit. Et on arrive à rêver que le jour où on réussit à transposer ça à la métropole avec notre dossier unique sur Mon Espace Santé, on gagne un temps fou et surtout on fait une médecine de qualité infiniment supérieure en ayant l'intégralité des informations plutôt que de perdre du temps et de l'énergie et puis surtout de faire de la non-qualité à courir après l'information qu'on n'a pas toujours. L'organisation du service d'oncologie. Donc, le service d'oncologie, il a une file active de 2000 patients. Donc, il y a un hôpital de jour où on y fait les traitements anticancéreux de 30 à 35 passages par jour. Une salle d'hospitalisation conventionnelle, 12 lits, un secrétariat, à peu près 8 infirmières. Il y a de la coordination, de la programmation, comme dans beaucoup d'hôpitaux. Un nombre théorique de 3 médecins oncologues, 3 radiothérapeutes et 2 ou 3 internes, une équipe de soins palliatifs et 8 RCP par semaine en gros. Et quand je suis partie là-bas, mon activité était d'assurer les RCP sénogynéco, toutes les consultations pour l'ensemble des localisations sénogynéco et puis l'activité d'hôpital de jour. Et alors le gros bémol, puisque là jusqu'à présent tout paraissait absolument parfait, c'est un turnover médical absolument vertigineux. C'est-à-dire que je suis arrivée dans le service et il y a un patient qui était suivi depuis un petit peu chronique, ces malades qui viennent faire leur immunothérapie depuis très longtemps, qui me dit très bien, vous êtes le matricule 37, puisque en 6 ans, j'étais à 37e oncologue qu'il avait vu passer. Et donc c'est un territoire qui a beaucoup de mal à fidéliser les acteurs qui viennent souvent y passer des expériences de vie de quelques années à quelques mois. Et puis là, on a vu carrément apparaître des profils qui sont plutôt, donc avec les nouvelles générations, qui sont quelques semaines. Et puis j'ai même été sollicitée pour un contrat de 4 jours. Donc on voit que c'est extrêmement difficile dans un contexte. Alors, il y a quand même des patients qui ont des maladies chroniques qui aiment bien voir de temps en temps les mêmes têtes. C'est quand même assez rassurant en oncologie d'être suivi par une personne. Et il y a ce problème absolument dramatique de ne pas arriver à fidéliser les oncologues médicaux.
Et donc, alors, il y a aussi des problèmes de poste. Il faut régulièrement négocier, de dire, bah non, mais en fait, c'est pas 3 postes qu'il faudrait, c'est 4 ou 5. Et donc, un des moyens de renégocier ça, c'est justement de parler aux médias locaux. Donc là, j'ai mis une capture d'écran d'un reportage qui a été fait sur Polynésie Première où on expliquait qu'en fait, concrètement, on n'arrivait pas à recruter. C'est-à-dire que je voyais les patientes en consultation, puis je dis, là, il faut te revoir dans 4 mois. Et malheureusement, je ne sais pas qui prend ma suite, puisque pendant longtemps, on n'a pas su qui allait arriver après. Donc, on se disait, peut-être les autorités vont réussir à activer des contacts en France, au ministère, pour réussir à enfin faire venir des oncologues médicaux. Donc, très gros turnover médical. Et quand on a un très gros turnover médical, ça force à optimiser les process, puisque par définition, le process, c'est ce qui va rester quand les individus qui font leur petite routine et qui la font bien et qui du coup l'ont absorbé, quand ils partent, il faut que celui d'après comprenne comment ça marche. Et donc, une grande partie de mon travail là-bas a été d'essayer d'optimiser justement tous les process. Il faut savoir pour la petite blague que quand je suis arrivée en Polynésie le 14 août dans le service, donc on était 3 oncologues, et puis la première réunion de service, donc une semaine après, les 2 autres oncologues, qui s'étaient bien gardés de me le dire, ont annoncé leur départ à la réunion de service, donc leur départ et leur non-remplacement. Donc une fois que j'avais déménagé toute la famille là-bas et que j'étais partie pour l'année, j'ai appris 3 jours après l'arrivée que je serais toute seule. Donc, je me suis improvisée RH pour réussir à faire venir du monde pour ne serait-ce que faire tourner le service. Mais donc, il y a un vrai sujet RH sur l'oncologie médicale en Outre-mer. Alors, optimiser les process, donc on peut commencer par des changements extrêmement simples. On a des grosses fluctuations de personnel et on a aussi des choses un petit peu paradoxales qui est que quand on veut consulter, on se dit non mais il n'y a pas assez de box, alors tu peux pas consulter. Oui, mais les balades s'empilent et tout le monde veut les mêmes créneaux de consulte toujours. C'est un peu toujours le même sujet, notamment les créneaux de consultation du matin qui permettent d'être synchronisés avec la métropole, qui fait que il y a toujours Florence Coussy au bout du fil pendant les consultations du matin. Par contre, si je consulte l'après-midi, je ne pourrais pas avoir Florence Coussy en hotline permanente à 3 heures du matin. Donc, ça a été très facile de dire écoutez, c'est pas possible d'être limité en box de consultation, on va aménager le box des archives, hop, vous mettez une imprimante. Puis il y avait un problème aussi, puisqu'en hôpital de jour, il y avait 2 médecins qui étaient postés en hôpital de jour, mais en fait, il n'y avait qu'un ordinateur. Donc, il y en avait un qui faisait 500 mètres à chaque fois pour aller dans son bureau pour prescrire les chimiothérapies. En fait, donnez-nous un deuxième ordinateur. On avait la même chose pour les infirmières qui faisaient des allers-retours pas possibles dans les secteurs d'hospitalisation, puisqu'il y en avait une qui avait le droit d'avoir un ordinateur et pas l'autre. Pas assez de dictaphone, des écrans qui ne suffisaient pas. Donc, au fur et à mesure, quand on se posait vraiment pour regarder les conditions de travail et ce qui faisait que les gens perdaient de l'efficacité, on se rendait compte qu'il y avait des choses extrêmement simples à actionner, mais qui juste n'avaient pas été remontées par on ne sait pas qui, mais en fait, c'est souvent ça le problème d'organisation des hôpitaux, c'est qu'on ne sait pas qui est censé faire quoi. Et donc, une fois que ça a été remonté à la direction, c'était très facile. En quelques jours, on obtient des ordinateurs qui vont bien, les dictaphones, les grands écrans, un casque d'appel pour l'infirmière qui avait des mots de coupe pas possibles à force de passer toute la journée avec son téléphone coincé sur l'oreille, des prises électriques qui étaient percées en une semaine à la bonne hauteur pour recharger les ordinateurs. Enfin, une fois qu'on identifiait les problèmes, il y avait une implémentation très rapide des changements. Et puis, il y a eu aussi des changements très simples, c'est-à-dire qu'on avait un secrétariat complètement débordé. Et puis, quand on se penchait vraiment sur ce que faisaient les secrétaires, elles étaient en train de taper les courriers de l'année dernière parce qu'elles avaient accumulé tellement de retard. Donc, en fait, elles tapaient le courrier de la consultation de 2022. Je dis, non, en fait, ça n'a plus aucun intérêt. On va surtout arrêter, tant pis. Les gens n'auront pas les courriers, mais on va procéder autrement. Elles passaient également... Elle recevait des piles de courriers de biologie chaque jour qu'elle devait scanner, remettre dans le dossier. Parfois, elle faisait l'intégralité de la manip et puis on se rendait compte que la biologie avait déjà été reçue, était déjà scannée. Donc, l'avantage des territoires petits comme ça, c'est que en appelant l'intégralité de tous les laboratoires en disant stop, à partir de maintenant, c'est 0 papier.
on a fait cesser complètement l'envoi papier des laboratoires pour le passer au tout digital. Et puis, ça a pu permettre de redéployer ce temps secrétariat vers l'accueil des patients, la saisie des informations administratives dans le dossier médical, qui était jusqu'à présent une tâche qui était dédiée aux médecins, parce que les secrétaires n'avaient pas le temps. Donc, c'est des petits changements très simples comme ça qui ne peuvent pas revenir en arrière. Une fois qu'il n'y a plus de papier, il n'y a plus de papier. Les laboratoires ne vont pas se remettre à envoyer des courriers papier. Pareil, hein, pour faire ce changement, il y avait des équipes de développeurs informatiques locales absolument extraordinaires. Hein. Je suis arrivée, alors là on ne voit pas bien, mais le dossier médical ressemblait à une suite d'observations. Donc on voyait la date, le login du médecin, puis on voyait observation, observation, observation. Donc on mettait beaucoup de temps à chercher qu'est-ce qu'il avait eu, quel jour, etc. Et puis on avait des observations qui étaient limitées en termes de taille. Une fois qu'on a identifié le problème, une fois qu'on a identifié le bon développeur, hop, en quelques jours, c'est réglé de dire, bah non, mais moi, je voudrais un nombre de caractères qui soit plus conséquent pour une observation de cancérologie. J'ai besoin de plus que 250 caractères. Et j'ai besoin de également pouvoir labelliser les différents documents et de ne pas être bridé. Puis comme ça permettait, hop, on a réussi à implémenter très vite et voir qui est le J1 Taxol, qui est la consultation d'oncogénétique. Donc, le fait d'avoir des développeurs locaux réactifs et investis permet de faire des améliorations absolument majeures dans la qualité de travail et la lisibilité du dossier patient. Pareil, hein, sur une histoire d'une patiente qui avait consulté à 2 reprises au service d'urgence avec une patiente qui avait quand même un cancer du sein, mal au dos, un scanner 3 jours avant qui montrait des métastases, qui consulte et puis qui repartait avec du gel d'anti-inflammatoire à 2 reprises. Hop, on faisait donc alors, un système de fiches qui ne s'appelle pas les fiches d'événements indésirables, mais qui s'appelle des fiches d'amélioration. Hop, je fais la fiche d'amélioration. 2 jours après, on convoque la petite réunion. 3 jours après, le développeur a mis un pictogramme dans le dossier patient pour pouvoir bien identifier un patient qui vient d'oncologie, pour que l'urgentiste qui va voir ce patient puisse avoir, que le patient cancéreux ne puisse ne pas être noyé dans la foule et qu'on y fasse particulièrement attention pour que ce genre de complications n'arrive plus. Donc l'équipe de développeurs locales réactif et investi, c'est quelque chose qui n'a pas de prix pour améliorer les conditions de travail et puis la sécurité des patients. On a également, alors un autre événement indésirable, hein, c'est souvent quand même les événements indésirables. Quand on a un circuit d'événements indésirables qui marche bien, c'est une source absolument extraordinaire d'amélioration continue. Donc juste après être arrivé en septembre 2023, un peu perdu dans le flot de toute la nouveauté, les patients, leur complexité, j'ai fait une erreur médicale qui consiste, donc j'ai oublié de ressaisir un poids, donc une patiente qui a été très dénutrée, qui avait perdu beaucoup de poids. Et donc, j'ai fait cette erreur de saisie manuelle. Et donc, la patiente a reçu une dose de chimiothérapie beaucoup trop importante, a terminé en réanimation, ce qui m'a valu des nuits blanches. Et je me suis dit que j'essaierais de corriger absolument avant la fin de mon séjour cette erreur-là. Donc, je suis rentrée très vite donc après la fiche d'événements désirables, en contact avec le service biomédical en disant, en fait, pourquoi est-ce que je dois ressaisir un poids alors que les patients sont tous pesés à leur arrivée en hôpital de jour? Pourquoi est-ce que ce n'est pas connecté avec le logiciel de chimiothérapie directement? Là, encore une fois, un service biomédical extrêmement investi qui a acheté des balances connectées. On a commencé à travailler avec les développeurs pour développer l'interface de connexion avec le logiciel de chimiothérapie. Et puis, tant qu'on était là, on s'est dit, autant connecter directement nos stations de fréquence cardiaque, pression artérielle et température. Et donc, ça, j'ai malheureusement pas. J'ai planifié tous les branchements électriques, mais j'ai malheureusement pas eu le temps. Je suis partie trop vite pour voir les pressions artérielles, effectivement, basculer directement dans le dossier patient. Pareil, la numérisation des ECG, hein, on sait que c'est. Alors, on sort le CG, on a quelque chose en papier. En général, quand on demande un ECG, c'est qu'on a un problème. Et donc après, il faut demander à une secrétaire ou une infirmière d'aller numériser le CG pour pouvoir demander un avis au cardiologue. Ça, c'était quelque chose qui était une perte de temps et qui faisait des tensions. Est-ce que c'est l'infirmière de le faire ou la secrétaire? Il y avait systématiquement ce débat. Hop, on a pu mettre en place avec le service de biomédical le CG connecté, à savoir... Je fais le CG au malade et hop, en temps réel, il arrive dans le dossier médical. Donc, c'était vraiment des choses qui font gagner un temps et une qualité extraordinaire. Organiser, sécuriser, standardiser les circuits, c'est quelque chose qui était vraiment indispensable dans un contexte de turnover médical incessant,
avec un vrai ras-le-bol des équipes infirmières et secrétaires de subir cette instabilité. C'est-à-dire que vous connaissez le médecin A, le médecin B, le médecin C, et ben, il y a chacun qui prescrit pas pareil. Il y en a un qui fait de la dose dense et pas l'autre, l'autre qui choisit de mettre tel antiémétique. Donc les secrétaires et infirmières, on avait vraiment particulièrement ras-le-bol de dire non mais en fait vous faites jamais la même chose. Est-ce que vous pourriez pas un peu vous mettre d'accord? C'était aussi standardiser tout ça, c'était aussi important parce que en France, on se rend compte qu'on a une caisse de sécurité sociale qui est extrêmement permissive. Ça n'arrive presque jamais qu'une caisse de sécurité sociale refuse de rembourser un malade. En Polynésie, il y a un inspecteur derrière chaque ordonnance. Si votre ordonnance n'est pas absolument parfaite, vous avez la sécurité sociale qui ne rembourse pas la pharmacie et ou le malade. Et donc, très, très, très régulièrement, vous êtes appelé parce que l'ordonnance ne convenait pas, le tampon n'était pas au bon endroit. Et donc, du coup, ça c'est quelque chose qui force à avoir des ordonnances absolument parfaites. Aujourd'hui, on peut faire à peu près n'importe quoi au départ de l'hôpital. L'ordonnance sera quasiment jamais refusée. Donc, ça fait que les ordonnances sont tout à fait discutables. Enfin, il y a un certain nombre d'ordonnances de qualité discutable. La complexité des circuits patients aussi, ça force à standardiser et sécuriser les circuits, hein, puisque les patients, souvent, ils arrivent en consultation et puis ils ont leur avion juste après, ou ils viennent dans les îles, ils ont des vrais impératifs, enfin, c'est des vrais parcours complexes. On rajoute à toute la complexité du malade et de sa maladie le fait qu'il n'habite pas là et qu'il a des avions et puis il a son boulot à aller reprendre là-bas. Donc, tout ça, c'est complexe. Les circuits internes sont complexes puisque il y a un circuit pour les bios de la chimiothérapie, mais c'est pas le même pour ceux qui récupèrent les échos du cœur. Et puis que l'oral, comme on n'a pas de poste budgété pour les thérapies orales, c'est l'oncologue qui doit récupérer ses bios lui-même. Donc ça aussi, c'est un peu complexe. Et il y a des circuits complexes externes, hein, puisque quand votre biopsie, vous la faites pas chez vous, vous la faites dans le privé. Tout ça, ça rajoute en fait des risques de sortie de parcours, notamment en situation néoadjuvante, où les patients ont la tumeur en place. Et donc, c'est des choses qu'il faut extrêmement rôder. Donc, il y a eu plusieurs phases, hein. Il y avait déjà des phases de standardisation des pratiques des médecins avant que les médecins qui m'avaient dit tiens, finalement, on part. J'ai dit avant de partir, on va tous se mettre d'accord, hein. On va décider de ce qu'on fait dans telle situation, on va décider de quelles ordonnances, de quels prémèdes pour les chimios, de quels antiémétiques, de comment on fait un plan personnalisé de soins. On a discuté, on a arbitré en disant on prend une décision qui n'est peut-être pas parfaite, mais qui au moins a l'avantage d'être unique. On a homogénéisé tous les supports, ordonnances conformes, les formulations, comment il faut parler à un patient haïtien. Tu dois prendre les médicaments le matin ou tu dois aller faire ta biologie avant la fin de la boîte. On a homogénéisé donc tous ces supports pour qu'ils soient en plus adaptés au terrain. Et puis, prendre en compte les circuits locaux. Hein, par exemple, n'ayant pas d'infirmière pour les thérapies orales, le médecin oncologue était clairement, on n'était pas en mesure de revoir nos patients, de récupérer la bio à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois. Et donc, on a beaucoup fonctionné avec les médecins généralistes en disant très bien, tu vas voir ton médecin généraliste à 1 mois, à 2 mois, je lui donne mon numéro de portable et il m'appelle si jamais il y a plus de problèmes de plaquettes, de cytolyse, etc. Et donc, tout ça a nécessité beaucoup d'organisation et de standardisation. Alors, on a pu mettre en place quelque chose assez extraordinaire qui était un parcours intégré cancer du sein précoce où on demandait, donc on avait une petite plateforme qui permettait de renseigner une dizaine d'items, hein, l'âge, la date, l'IHC, ce qu'on avait déjà fait comme examen complémentaire, quel chimio, est-ce que c'est du dose dense ou pas. Et puis cette plateforme, elle générait automatiquement, en adressant aux bons acteurs, le complément de bilan locaux régional, un plan personnalisé de soins, le calendrier des rendez-vous avec notamment à quel moment ce patient va quitter le parcours de soins, à quel moment il faut vraiment qu'il y ait ce verrou pour qu'il comprenne que là, il va passer de la chimiothérapie à la chirurgie ou bien de la chimiothérapie à la radiothérapie. Et donc, on a fait cette plateforme qui, en 10 items à renseigner, va vous générer, par exemple, une chimiothérapie ECTH en situation néoadjuvante. Ça génère 18 documents parce que, de fait, il faut poser un clip, il faut donner un PPS, il faut faire les prémédications, il faut faire l'échographie cardiaque, etc. Et donc, qui permettait d'homogénéiser l'intégralité de la prise en charge pour le cancer du sein précoce. On a standardisé et digitalisé aussi les plans personnalisés de soins. Alors, vous voyez, c'est une petite plateforme qui est faite un peu sous la forme de, comme un caddie de supermarché. Alors, il y a des caddies déjà préfaits. Un peu. Là, je crois que c'est un Tolanais. Voilà, c'est un schéma Tolanais. La patiente est opérée. Elle a eu sa chimio elle va avoir sa chimiothérapie avec
les 12 taxols herceptine, puis les rayons, puis poursuite le trastuzumab pendant 3 semaines. Ça sort non seulement le plan personnalisé de soins qui va réexpliquer tout avec des mots tahitiens ou des mots compréhensibles, et puis ça va également générer les ordonnances. On a digitalisé les appels infirmiers avant chimiothérapie. Là aussi, les infirmières étaient extrêmement perdues. Donc, pensez bien que des médecins qui font beaucoup de turnover font très peu de formation aux infirmières. Il y a très peu de cours, etc. Et il y a une nouvelle molécule qui sort chaque mois en oncologie. Ils sont très perdus dans les classes de molécules, très perdus dans les effets secondaires, les DCI, parce qu'en plus, il y a ce savant mélange qu'on va parler pour certaines molécules, on parle de pembrolizumab, et puis pour d'autres, on va donner le nom commercial. Donc ça, c'est un exemple de checklist qui va combiner les toxicités ou les symptômes qu'on va rechercher avant administration d'un EC. Et puis, quand on combine un EC et une immunothérapie, eh bien, ça va vous faire une checklist spécifique pour les deux. Et l'infirmière va pouvoir remplir et dérouler des questions qui sont pertinentes pour ce qu'elle a à réguler comme chimiothérapie. Et puis venir voir le médecin si elle pense qu'il y a une alerte qui fait qu'il ne faut pas que le malade vienne en chimiothérapie. On a également fait des trames sécurisées pour l'hôpital de jour. Il faut savoir que dans beaucoup, avec ce turnover médical, on n'arrivait pas toujours à recruter des oncologues médicaux. Donc, s'il y avait un généraliste qui était sur le territoire pendant un mois, on était très content qu'il puisse faire l'hôpital de jour. Mais encore une fois, la formation pour pouvoir faire l'hôpital de jour et être seniorisé, on n'avait pas le mou pour senioriser. Donc, on a fait des trames sécurisées aussi pour l'hôpital de jour, et qui était aussi une demande des centres qui pratiquaient les chimios délocalisés, qui eux aussi étaient très démunis face à l'importante augmentation du nombre de molécules. Et donc, en marquant sur la plateforme toutes les checklists de ce qu'il fallait regarder avant administration d'une première cure de EC, là en l'occurrence, ça permettait de générer une trame qui nous disait attention, il faut récupérer les sérologies, as-tu récupéré l'échographie cardiaque, l'uracilémie pour du 5FU, est-ce que tu as bien vérifié que la patiente a eu sa pose de clip avant traitement néoadjuvant. Donc, en renseignant quelques petits nombres d'items, ça permet de sécuriser des trames et de faire de la qualité pour les malades. Et puis, Raphaël Savarino, qui était une ancienne interne de Curie, qui était interne dans le service au moment où j'étais, a décidé de faire sa thèse de médecine. Elle s'est dit, tiens, je vais mettre en place un parcours après cancer du sein avec les partenaires locaux. Donc, la prise en charge, l'après-cancer, c'était vraiment le parent pauvre en oncologie médicale, parce que déjà, on était d'essayer de prendre bien en charge le cancer. Mais alors l'après-cancer, quand on voit un médecin différent à chaque fois et puis que le médecin est là pour 3 mois, il ne connaît absolument pas les acteurs locaux. C'était quelque chose dont les patients étaient extrêmement peu satisfaits. Et donc on a pris le temps de construire, en collaboration avec Florence, encore une fois, ce projet prise en charge de l'après-cancer du sein. On a mis en place donc déjà les quantifications des séquelles, des symptômes, mise en place d'algorithmes en disant tiens, quand il va y avoir la présence de sécheresse vaginale. Alors, si c'est grade 1, on va préconiser ça. Si c'est grade 2, on va préconiser ça. Et puis aussi de faire la correspondance avec les acteurs locaux pour les prises en charge. Est-ce que à quel kiné je vais t'adresser, à quelle association, comment est-ce que tu peux faire de l'activité physique adaptée, etc. Donc, on a mis non seulement la plateforme digitale qui permettait de grader, et enfin le mapping avec les correspondants locaux. Et donc Raphaël a pu tester son programme sur, là je pense qu'elle doit en être au moins à 70 patientes, qui ressortaient en pleurs en disant mais pourquoi personne s'est occupé de moi comme ça avant, toi quoi. Parce que pour la première fois, elles avaient l'impression d'être entendues et prises en charge dans leur après-cancer du sein qui était difficile à vivre. Alors, les ingrédients de tous ces changements, c'est qu'en fait, on est quand même parti des constatations de terrain, c'est-à-dire, c'est pas j'arrive de l'Institut Curie et puis je vais vous raconter comment on fait quand on est un centre de référence, c'est de se dire, tiens, comment est-ce que ça se passe ici et de quoi il y aurait besoin pour que le travail de tout le monde soit fluidifié. C'était quelque chose qui a vraiment été très adapté aux réalités locales, en recueillant les besoins individuels. Si vous écoutez la secrétaire, elle disait « Ah non, mais moi, le rêve, ce serait… Elle avait son double écran, et puis le jour où elle a eu son double écran, mais on a l'impression que sa vie avait changé, puisque authentiquement, elle était complètement noyée dans ses fenêtres, elle n'arrivait pas à gérer tous les logiciels qu'on lui demandait de gérer. Les ingrédients du changement aussi, c'était un très très fort soutien de la direction qui n'aimait pas beaucoup faire la une des médias, dans le sens, on manque d'oncologues, on n'arrive pas à recruter et on ne peut pas prendre en charge une population parce que
les patients qui ne sont pas pris en charge au centre hospitalier, ils n'ont pas d'alternative. En France, en métropole, on peut toujours aller dans la clinique d'en face. Ici, quand un patient a le cancer, elle ne peut pas être prise en charge à l'hôpital parce qu'il n'y a pas assez de médecins ou que ce n'est pas assez bien organisé. C'est une très très grosse perte de chance. Donc on avait un très très fort soutien de la direction pour mettre en place des choses quand on voulait faire évoluer les choses sur le terrain. Une très 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 grande agilité, c'est probablement ça les plus gros secrets du changement. Agilité, liberté pour implémenter les actions, 112 milliards de CERFA, de procédures, de réunions qui nécessitent de mettre tout le monde d'accord avant de faire un changement. Puis le turnover, qui est un inconvénient d'un côté, ça permet aussi en fait d'avoir une bien moindre résistance au changement. C'est-à-dire que la personne qui est là depuis 30 ans et qui a toujours fait comme ça, elle va être moins encline à être très excitée du changement par rapport à le remplaçant qui est là depuis une semaine. Je dis ça te va si on met la plateforme, il dit ouais vas-y, t'inquiète, moi je pars au surf. Et puis, encore une fois, un vrai succès, c'est un vrai ingrédient du succès, c'est des métiers support absolument extraordinaires, investis et réactifs, que ce soit au niveau informatique, au niveau du biomédical, au niveau du juridique, au niveau de la qualité. On avait l'impression de travailler main dans la main ensemble pour résoudre les problèmes et améliorer la prise en charge des patients. Et donc ça fait des choses extrêmement gratifiantes et puis qui se ressentent dans l'amélioration des conditions de travail. Alors, il y a aussi un rôle clé des centres de référence et de l'expertise métropolitaine. On ne peut pas imaginer quand on est à Curie, puis qu'il y a 12 oncologues au mètre carré, comme on est seul quand on est au milieu du Pacifique sur un fuseau horaire décalé. Donc, j'ai vraiment eu l'aide inestimable en temps réel. J'ai un petit groupe WhatsApp avec des oncogynécos que je remercie encore ici, des oncocénologues, qui m'ont aidé et qui ont été extrêmement réactifs pour aider sur les dossiers complexes ou moins complexes. Et donc ça, c'est vraiment le nerf, arriver à collaborer, à avoir un réseau et pouvoir bénéficier de miettes de l'expertise métropolitaine quand on est loin et seul, c'est extraordinaire et je pense qu'on a vraiment un fort rôle à jouer en tant que centre expert. Il y a aussi la RCP Pacifique qui a lieu un jeudi sur 2 avec Gustave Roussy. Donc là, vous voyez tout couronner la mission de Gustave Roussy, donc qui vient une fois par an sur le terrain. Alors ça, c'est la contrepartie de se lever tous les vendredis matins, parce que la RCP Pacifique a lieu le vendredi matin à 7h30 pour eux. Donc tous les oncologues qui y participent font l'effort d'offrir leur expertise à la Polynésie un vendredi matin sur 2. Et donc viennent en mission voir un peu comment est-ce que ça se passe sur le terrain une fois par an. Et tout ça, ça commence à s'intégrer dans le cadre d'un groupe de travail UCOM, qui est Unicancer Outre-mer, qui a pour vocation justement de dire comment on pense le cancer en Outre-mer, comment on travaille ensemble, comment on crée une réserve sanitaire, parce qu'il n'y a pas que la Polynésie qui a des problèmes de ressources humaines, comment on crée une réserve qui font qu'il y a des oncologues qui sont prêts à venir travailler, même pour des durées déterminées dans les Outre-mer. Alors nous, on a aussi, dans une bonne mesure, il y a un partenariat très fort entre la Polynésie et Gustave Roussy, mais on a quand même réussi à faire une mini antenne Curie à Tahiti. Vous voyez à gauche Marie-Ange Massiani qui est venue au mois d'avril 2024. Ensuite, vous voyez Hélène Magnier qui est actuellement assistante à Curie, qui est venue au mois de juillet et août de cette année. Juste en dessous, c'est Raphaël Savarino, une ancienne interne du service, qui d'ailleurs n'est pas repartie. Elle a continué là-bas après mon départ. Elle a demandé à prolonger tellement elle était heureuse comme un poisson dans l'eau. Vous voyez au milieu de la photo Clarisse Richaud, encore une fois, une ancienne interne de Curie. En haut à droite, Solène Barrault, qui est venue au mois de juillet. Et puis en bas à droite, Geoffroy Bilger, qui a repris finalement le poste que je libérais à mon départ et qui, pour au moins une durée d'1 an, qui est au centre hospitalier de Polynésie française. Alors, en termes de recherche, est-ce qu'on peut aussi faire de la recherche ? Oui, c'est absolument extraordinaire puisqu'on sent dès le début qu'il va y avoir des choses. Alors, il y a beaucoup trop de patientes avec des cancers du sein HER2. Ça nous a tous choqués quand on est arrivé. On se dit, c'est pas possible, elles n'ont pas les mêmes cancers que les autres. On voit des toxicités qu'on ne voit pas du tout en métropole. On voit des neuropathies qui surviennent très très tôt, qui sont extrêmement sévères chez les patientes sous taxane. Alors peut-être qu'il y a une prévalence du diabète non diagnostiquée qui est bien plus importante que chez nous en raison de l'obésité. Peut-être qu'il y a d'autres choses
peut-être qu'il y a des déterminismes, on n'en sait rien. On sent qu'il y a plein de choses à chercher. Alors, il y a des infections de Pâques dans tous les sens. Il n'y a pas du tout non plus les mêmes gènes, hein. Quand on va faire les enquêtes génétiques, oncogénétiques, on va trouver une proportion de BRCA2 qui est beaucoup plus importante que celle qu'on a chez nous. Donc il y a plein de recherches à faire. Alors, à mon modeste, enfin, voilà, j'ai quand même une année un petit peu remplie, mais on a quand même réussi à faire un peu de recherche, hein, notamment sur un parcours de scénologie qui s'appelle le parcours Vainia, qui a été mis en place par une radiologue spécialisée en scénologie en Polynésie française. Et alors, on voit qu'on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux qu'en métropole. En métropole, c'est comment on fait adhérer les gens au dépistage. Là, c'est comment est-ce que la patiente, en fait, il va y avoir une patiente qui va un petit peu venir traîner dans le hall de l'hôpital, à côté de la mammographie. Et puis, en fait, on sait que cette patiente, ça s'appelle une sorte de mammographie urgente. Si elle est venue là ce jour-là, c'est que en fait, elle n'osait pas vraiment le dire, mais elle avait une boule dans le sein. On sait que cette patiente, il va falloir la prendre le jour même. C'est-à-dire que c'est une sorte de mammographie urgente puisqu'elle ne reviendra pas 2 fois. Et donc, on a analysé ces données pour voir que parmi ces populations, effectivement, la patiente qui arrive et puis qui traîne un peu dans le service de radiologie, il faut lui donner le rendez-vous le jour même parce que dans cette population, on trouve 70% de cancers. Et puis, pareil, les enjeux du dépistage ne sont pas du tout les mêmes. On sait que ça n'a pas de sens. C'est comme si vous disiez, on va faire venir toutes les patientes de Suède pour venir faire leur dépistage à Paris. Bon, est-ce que ça c'est coût efficace? Est-ce que c'est une bonne idée? Probablement non. Mais pour autant, mettre un mammographe aux Marquises, oui, donc il y a eu un programme de dépistage qui a été étendu aux îles Marquises Nord, hein, toujours monté par cette radiologue, le docteur Arthur, mais c'est pas tout d'avoir le mammographe. Maintenant, il faut savoir comment est-ce que les femmes vont effectivement venir se faire dépister. Et puis comment elles vont venir se faire dépister, ça passe par... En fait, elles ont très peur de venir se faire dépister. Et donc, ça passe par investir une communauté de femmes qui va pouvoir financer, va faire du MAA, qui va faire la nourriture pour financer le transport, qui vont faire qu'elles vont partir en bateau tout ensemble faire leur mammographie. Elles font ça un peu comme une tournée entre filles, entre femmes. Et grâce à cette initiative, le docteur Arthur a réussi à obtenir des taux de dépistage qui sont conformes à ceux du reste de la population, en montant tout un programme de dépistage aux Marquises Nord. Et puis, un troisième projet, j'avais travaillé avec une interne extraordinaire qui était de passage sur l'activité de chimiothérapie qu'on avait dans le service, en se disant, tiens, en fait, si on regarde vraiment d'où viennent les gens, donc on a cartographié de quelles îles ils venaient, etc., est-ce qu'il n'y aurait pas quand même... Qu'est-ce qu'on pourrait gagner en délocalisant encore un petit peu les chimiothérapies pour des chimios très simples, d'immunothérapie, des choses qui ne nécessitent pas un grand plateau technique. Et donc, on a vu qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire en termes de délocalisation. Et puis, peut-être qu'on va arriver un jour à faire de la recherche clinique là-bas, puisque on a tenté tant bien que mal de réussir à faire aboutir le protocole de recherche infirmière qui est porté par l'Institut Curie d'ailleurs, hein, qui cherche un protocole de recherche infirmier qui vise à analyser les réactions cutanées des pansements de Pâques. Et donc normalement c'est un programme qui devrait commencer, mais donc on a fortement soutenu pour arriver à enfin démarrer la recherche clinique en partenariat avec l'Institut du cancer ICPF, qui est une antenne de Unicancer qui vient de se monter en Polynésie française et qui a pour but d'apporter l'innovation jusque dans les territoires. Et donc, c'était aussi une extraordinaire aventure personnelle et familiale de pouvoir passer cette année en Polynésie, hein, donc, puisqu'il y a eu tout ce qui s'est passé au niveau du travail, mais c'était bien plus riche que ça. Et donc, en termes de culture, de rencontres et d'aventure, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde de faire. Et puis, encore une fois, ils recherchent fortement de la ressource humaine en oncologie médicale. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup Anne-Sophie et bravo pour son travail et pour cette présentation qui quand même nous permet d'appréhender d'autres réalités. On va passer aux questions du coup. Je vous invite à utiliser le bouton pour lever la main et je passerai la parole et ferai la gardienne du temps. On a une réunion qui est prévue jusqu'à 18h30, mais bon, peut-être qu'on peut dépasser un petit peu. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Jean-Guillaume. Oui, Jean-Guillaume.
Moi, je voulais te poser une question, là, j'avais eu quelques échos à discuter. Est-ce qu'il y avait des liens, parce que nous, on a eu la chance pendant un moment, et malheureusement, ça ne fonctionne plus, d'avoir une collaboration avec Nouméa, et ils ont des échanges entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont un circuit pour différentes spécialités, soit onco, soit autres que l'oncologie, en termes de partenariat? On les voit un peu à la RCP Pacifique, c'est-à-dire qu'on bénéficie tous de l'expertise commune de Gustave Roussy, puisque c'est Gustave qui anime la RCP Pacifique, mais il y a très peu d'échanges entre patients, puisque en fait, franchement, les gens, quitte à être déracinés, ils aiment autant aller en métropole. Gustave est d'une performance vraiment extraordinaire, c'est-à-dire que tu fais la RCP Pacifique, le lendemain, tu reçois le mail, ah bah très bien, la PET scan lundi, puis elle va le chirurgien mardi. Si tu veux, enfin, comme expertise, tu te dis, quitte à bouger, autant bouger une fois loin et puis avoir un package complet. Donc, concrètement, le transfert de patient qui va se faire traiter en Nouvelle-Calédonie et vice-versa, non. Enfin, ça marche très peu. Et l'autre sujet, c'est qu'on a espéré, alors c'était pas bien, je devrais pas le dire, surtout si je suis enregistrée, on a beaucoup espéré récupérer leurs oncologues au moment où il y a eu les événements. Donc on leur a fait des gros appels du pied. Vous savez, il y a des postes, nanana, etc. Et alors leurs oncologues étaient d'une fidélité au peuple. Enfin, au peuple kanak. Kanak, Mais en tout cas, ils n'avaient absolument pas envie de partir. Et donc, ils étaient tous à dire non, non, mais on fait les barricades, on est là avec eux, on partira pas. Bon, bref, donc ça n'a pas marché. Ils sont trop fidèles. Trop fidèles et trop amoureux, eux, de la Calédonie, autant que nous le sommes de la Polynésie. Ouais, ça c'est clair. Anne-Sophie, je me permets d'ajouter parce que moi j'ai été assistante en chirurgie pendant 2 ans à Nouméa, donc je connais bien le réseau de soins là-bas. Effectivement, même culturellement, c'est assez séparé la Nouvelle-Calédonie de la Polynésie, et donc il n'y a pas énormément d'échanges, en tout cas entre les patients, et en fait c'est quand même 1000 km entre les deux archipels, et donc c'est vrai qu'effectivement les réseaux de soins étaient assez drivés vers la métropole. Nous, quand on était en Nouvelle-Calédonie, on communiquait pas trop Alors, je dirais que c'est dans beaucoup le plus que Pacifique. je dirais que c'est beaucoup plus que 1000 km. Je me trompe peut-être, mais je crois que c'est vraiment beaucoup plus que 1000 km. Oui, non, c'est beaucoup plus que 1000 km, excuse-moi, mais c'est 10 heures de vol, pardon. Ouais, c'est ça. Donc 10 heures de vol, Ce n'est pas 1000 km. c'est vraiment très loin. Donc en fait, le bénéfice donc ça communique assez peu. Et culturellement, c'est assez différent en fait. Et ça n'a rien à voir. ouais. Effectivement, c'est ouais. Voilà. Et j'avais une petite question, j'en profite. Comment tu expliques qu'il y a une difficulté spécifique en oncologie dans le recrutement? Puisque nous, en Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose qu'on connaissait aussi, puisque c'était très compliqué. Enfin, il y a 3 oncologues qui étaient implantés sur le territoire, et tout le reste de l'activité, c'était effectivement beaucoup de remplaçants. Et des échanges que j'ai eus, j'ai l'impression que et cette difficulté de recrutement, pour le coup, elle était aussi visible dans toutes les autres spécialités, et j'ai l'impression, des avis extérieurs, de connaissances que j'ai dans d'autres spécialités médicales en Polynésie, que c'est moins marqué, cette difficulté de recruter. Comment t'expliques que c'est particulièrement dans le service de cancérologie, d'oncologie? Je n'arrive pas à expliquer, j'ai la même question que toi. C'est vrai que ça n'a pas de mal à recruter en gynéco, il y a tout un tas de spécialités où il y a des gens qui se sont implantés, où ça marche, ça tourne un peu. Les îles, ça tourne quand même d'une manière générale plus qu'ici. Mais pourquoi spécifiquement en oncologie? J'aurais envie de croire que le jour où il y aura vraiment un médecin fixe qui se prendra d'amour pour et restera, peut-être que ça stabilisera le reste, et que pour le moment, ce médecin qui est resté n'a pas encore été trouvé. Mais on y travaille dans des très bonnes conditions, on a un plateau technique extraordinaire, on a une qualité de vie. Je n'arrive pas à concevoir pourquoi les gens n'ont pas envie d'aller là-bas. Et pourtant, j'ai fait des appels du pied pendant toute l'année, à peu près toute l'oncologie médicale. Alors, les gens likaient beaucoup les photos, ouais, trop bien, mais en fait, personne ne franchit le pas de OK, mais quand même, je viens. Alors, il y a un vrai sujet, c'est que tu es vraiment très seul. C'est pas du tout le même type d'exercice, c'est-à-dire que, quand même, grosso modo, ici, chaque décision est validée, survalidée, contre-validée par une RCP. Là-bas, il y a vraiment... Donc, la RCP, c'est moi et le digestif, et donc en fait, on met juste le nom de l'autre pour dire qu'on était plusieurs à prendre la décision. Il y a quand même une vraie grande solitude dans la prise de décision, et donc je pense que ça fait partie des sujets qui font que c'est moins confortable. Et puis il y a un écart qui va se creuser aussi, c'est qu'on va avoir de moins en tous les tests génomiques, on met plein les fiches, ça part à Bordeaux, on met plein de temps, c'est compliqué, il faut checker, donc ça devient de plus en plus lourd.
Et puis les patients ont quand même pas le même niveau de littératie en santé, donc les consultations, ça peut être un peu difficile. Et donc je pense que ça va creuser peut-être aussi l'écart de dire, mais c'est encore plus difficile de faire de la cancérologie là-bas que ici. Après, il y a peut-être un autre effet qui est les gens cherchent de plus en plus la qualité de vie et donc peut-être vont vouloir aller là-bas, mais en fait les profils qu'on voit pour postuler là-bas, c'est des gens qui viennent pour des durées de plus en plus courtes. Enfin, les gens, ils postulent vraiment maintenant pour 3 semaines. C'est une expérience de 3 semaines. Autant vous dire qu'ils n'ont pas envie de s'investir dans un service et de faire d'aller se faire l'administration pour dire tiens, quand même ce serait bien que la secrétaire ait un double écran. Et donc du coup, qui est-ce qui va faire tourner et structurer ces services? Je ne sais pas bien. Je sais pas bien. Donc, et pourquoi est-ce que c'est spécifique à l'oncologie médicale? C'est un mystère que j'explique pas bien encore. On n'y fait pas du plus mauvais travail qu'ailleurs et donc c'est plutôt dans des conditions agréables. Donc je sais pas. Et Nora, vous aviez une question? Votre micro est coupé. Ouais, Ouais, absolument. on t'entend pas. Oui, alors je voulais juste rebondir, peut-être parce que l'onco, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Anne-Sophie, même si ma question c'est pas ça. Peut-être que c'est parce que l'onco, quand tu es seule, tu es vraiment seule. Tu vois, effectivement, tu dis tu avais ton groupe WhatsApp qui t'a bien Merci aidé, Enora mais d'ailleurs, parce que Enora, non, c'est non, mais qui a répondu à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, qui m'a sauvé 1 milliard de fois. Donc merci Enora, j'en profite non, mais pour avec te plaisir, rebénir devant tout c'était le monde. rigolo. Mais ouais, la question c'est est-ce que c'est pas, tu vois, la difficulté d'accès à la TEP, la difficulté d'accès à des trucs qui fait qu'en fait, tu te sens un peu en difficulté. Voilà, ça c'est mais j'ai pas bossé là-bas, hein, donc j'ai pas d'avis sur la question. En fait, je dirais que ça, tu pourrais le ressentir que si tu étais allé là-bas. Or, le barrage, il est fait avant. C'est les gens ne vont pas jusqu'à là-bas. Je pense que on a et après pourquoi est-ce qu'il reste pas? Il y a aussi le sujet du conjoint. Hein. Enfin le sujet du conjoint, Ouais, bien sûr. c'est pas pour dire que je serais bien resté là-bas, mais que c'est le conjoint qui m'a fait revenir. Mais c'est pas si faux que ça. Hein. Réussir à trouver il y a quand même beaucoup moins de travail ici pour les métiers en dehors du soin et puis si vous êtes militaire ou prof. Donc réussir les gens trouvent que leur famille est loin, mais alors ça encore une fois c'est pas spécifique à l'oncologie. Hein. Donc la famille est loin. Après il y a des statuts qui sont pas très intéressants. Hein. C'est vrai que la grille de l'hôpital public ne l'est pas, mais ça c'est pas vrai pour l'oncologie puisque du coup ils ont revalorisé la grille de l'oncologie. Donc je sais pas, c'est probablement plein de facteurs. C'est difficile à expliquer, mais en tout cas rien qui a postérieur avec l'expérience justifie de ne pas y aller. Ouais. Et donc moi, ce que je voulais dire du coup, c'est déjà bravo. Je suis vraiment impressionnée par ce que tu as fait. Tu m'impressionnes encore. Voilà. J'aurais pas pensé de toi, Enora. Enfin, Non, non, et vraiment, mais je dis, mais c'est juste impressionnant. Et donc, bien sûr, évidemment, tout ça, c'est enregistré et c'est réutilisable en database, ou pas du tout, tous les clics que vous faites et tout ça. Et c'est là où ça fait mal. Ben non, bien sûr que non. C'est de la donnée de santé. Pas Donc, encore, pas encore, mais tu penses bien que. dans un data dictionary, tout de suite mappé, tout ça, non? Voilà. Mais donc, je n'ai pas stocké la donnée. Non, pour le moment, ça génère des choses. Et j'ai D'accord, mais t'as surtout pas stocké l'information qu'il y avait dedans, puisque ce serait, je voulais pas pas, du tout. je voulais rester complètement dans les clous. Et donc, non, il n'y a pas d'infos stockées. Il y a Raphaël qui a tiré sur papier l'intégralité de son expérience, de l'expérience de l'après-cancer qu'elle a montée en disant, tiens, c'était ça là. Ce qui a été prescrit à l'issue de ces consultations, elle n'a stocké aucune donnée de patiente, aucun âge, etc. Mais donc non, c'est encore un peu compliqué la mise en place de quelque chose pour faire en termes de database dans les clous. C'était un projet que j'avais déposé à l'INCa d'ailleurs. J'ai pas bien compris pourquoi ça n'avait pas été retenu alors que l'INCa appelait spécifiquement des projets outre-mer. Bon, mais c'est vrai que c'est des choses qui seraient très intéressantes à étudier. Et d'ailleurs, il se pourrait bien qu'Élise Dumas soit sollicitée un jour pour aller faire une mission sécurité sociale sur les données de la CPS, donc puisque c'est la sécurité sociale là-bas. Ils ont parfaitement en tête le nom d'Élise pour dire il y en a une qui pourrait vous computer vos données et vous faire le parcours patient en données dans la Sécu, c'est Élise. Anne, tu avais une dernière question? Ouais, bon, bravo pour cette expérience. Ouais, mais il faut aussi une certaine audace familiale pour y aller aussi. Tu sais, ça doit freiner pas mal de gens. Donc, je pense que vous avez eu l'envie, l'audace. Donc, bravo pour ça. Après, moi, je me demandais une question complètement naïve. Les médecins là-bas se forment à Bordeaux, n'est-ce pas? Et les spécialistes se forment à Bordeaux, les infirmiers, les médecins, ou est-ce qu'il y a un CHU avec une fac sur place? Alors, il y a la P1.
Ils ont leur P1 Ouais, et après, ils partent effectivement à Bordeaux. d'accord. Et ils ont un gros problème de retour, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui ne rentrent pas. D'accord. Et donc, ils ont un problème de réattirer Leurs leurs, propres leurs étudiants étudiants. formés. Pendant longtemps, il n'y a pas du tout eu de P1 là-bas. Donc ça réglait la D'accord. question. Quand il faut transplanter, quand on est polynésien, quand il faut être transplanté pour aller à Bordeaux, donc il y avait deux médecins tahitiens. Et puis, ils ont la P1 depuis, je dirais, 5 à 10 ans là-bas, ce qui fait que il y a quand même plus de monde qui peut tenter. Et puis, ceux qui réussissent vont à Bordeaux. C'est très dur, hein, après. Quand ils partent à Bordeaux, ça leur fait quand même tout drôle de. Ah ouais. C'est long, et puis c'est long et c'est difficile. Et puis après, effectivement, là, on commence à voir les premiers qui reviennent, mais ils ont un problème qu'il y en a un certain nombre qui ne reviennent pas. Donc ça, c'est pour la formation des étudiants en médecine. Il y a eu des sujets aussi alors je ne sais pas bien pourquoi, mais l'école d'aide-soignante a été fermée pendant plusieurs années. Donc, ils n'ont même plus réussi à générer d'aide-soignante. Et l'école d'infirmière, il y a eu aussi un sujet. Mais là, les deux réouvrent. Mais donc, ils se retrouvaient même en pénurie d'aides-soignantes et d'infirmières. Alors, pour le coup, l'infirmière, il y a beaucoup, beaucoup d'infirmières qui postulent pour aller en Polynésie. Ça, c'est vraiment des parcours beaucoup plus classiques que l'oncologue médical, on va dire. Mais donc, il y en a qui vont et viennent d'un peu partout. Infirmier, il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de sujet ni de grosses pénuries. Et médecins, il y a des médecins maintenant qui sont implantés, qui sont là depuis 20 ans. Il y a quand même beaucoup de turnover. Il y a un vrai problème de retour au pays des jeunes Polynésiens. Et merci. Et alors après, l'autre question que j'avais, c'est est-ce que toi, tu aimerais ou verrais comment prolonger l'expérience en disant, voilà, il y a un lien spécifique privilégié, Institut des cancers des femmes, Paris et Polynésie. Bon, il y a l'initiative Unicancer. Est-ce qu'on peut essayer de s'y inscrire? Je pense qu'on aurait une écoute favorable de Unicancer. Mais toi, est-ce que tu verrais quelque chose d'intéressant à C'est construire? sûr. Tu vois, pour que les collègues là-bas ne soient pas seuls, comme tu le Exactement. mentionnes. C'est absolument sûr que, en fait. Et sans que ce soit, pardon, je t'interromps, il ne faudrait pas que ce soit en compétition avec ce que les collègues de Gustave font très efficacement, mais là où il y aurait une complémentarité, tu vois. Et je pense que ce serait super malin, quoi. Alors, Gustave, leur but, c'est vraiment pas de dériver le patient vers un endroit. C'est si le patient n'a pas d'attache familiale, etc., très bien. Mais en fait, le modèle de Polynésie, c'est presque un modèle pour tous les déserts médicaux. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte quand on n'est pas dans un centre expert à quel point le centre expert, mais c'est Dieu sur terre. Enfin, la décision du centre expert, c'est vraiment ce qui rassure, ce qui va dire, c'est bon, j'ai pas fait n'importe quoi, etc. On ne se rend pas compte. Ils sont pendus aux lèvres de la moindre décision du centre expert, alors que bien souvent, en fait, ils font déjà bien. Mais donc, il y a clairement un rôle de l'expertise, un rôle des centres experts. Et puis, je pense que c'est vraiment des choses gagnant-gagnant. C'est-à-dire que on a tous à un moment ou à un autre dans notre carrière envie éventuellement de prendre l'air, d'aller voir ailleurs, mais tout en pouvant revenir. Et donc, offrir une bouffée d'oxygène aussi quand on est toujours dans le centre expert, de dire je vais faire la mission là-bas et j'y fais je me fais Jean-Guillaume, mes reconstructions, etc. En fait, c'est gagnant pour tout le monde. C'est-à-dire que ça renforce très, très fortement les collaborations. Ça permet aux gens qui sont à l'intérieur du périph' d'aller voir un peu autre chose. Et donc, c'est des choses extrêmement fortes et qui coûtent au final pas si cher que ça et qui sont bénéfiques pour tout le monde. Le fait aussi de dire, le système, je pense, moi, c'est quelque chose dont je suis intimement persuadée, de faire un assistanat partagé 1 an, de dire, tiens, tu vas faire 1 an à Tahiti, puis tu vas faire 1 an à Curie, mais quel assistant résiste à ça, honnêtement? Je pense qu'il y a un vrai sujet aussi, donc dans le fait de ne pas vouloir aller là-bas, et notamment pour les jeunes, il y a je vais passer pour un fumiste. C'est-à-dire, quand quand je disais je pars à Tahiti, les gens rigolaient en mode ils ont du cancer là-bas, tu vas aller faire du surf. En fait, j'ai jamais autant travaillé de ma vie que là-bas. Hein, dis pas ça là, dis pas ça là. Non, mais honnêtement, on je te travaille le croit, jour et puis tu travailles la nuit aussi, puisqu'en fait, il faut donc en vrai, il y a vraiment beaucoup de travail.
Mais pour autant, on peut faire tout ce qu'on veut. Comme il y a le bleu et les cocotiers, il y a l'image de j'ai pas travaillé qui colle à la peau. Et donc pour les jeunes, c'est quelque chose qui, si jamais c'était proposé et brandi par des institutions, par des coordonnateurs, etc., eh ben, ça les aiderait à sauter le pas. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même vu, pendant que j'étais sur place, un interne, enfin, qui était un docteur junior d'ailleurs, non, oui, si, docteur junior, qui devait valider son DES d'oncologie médicale, qui s'est fait, donc il a fait sa soutenance de DES en oncologie médicale en Zoom, qui s'est fait bâcher par un jury qui a émis un avis négatif à sa validation de DES, et ça avait commencé à base de ah oui, donc vous faites Bayonne et ensuite vous faites Tahiti, mais il y a un moment où vous travaillez dans votre internat. C'est-à-dire que c'est associé à des... c'est vraiment de la discrimination qui est complètement injuste, et c'est associé au fait de je ne fiche rien parce que je suis dans un environnement de travail avec un cadre de vie exceptionnel. Après, moi, j'aurais une question à te poser. Là, c'est un désert médical en oncologie médicale, en cénogynéco. C'est clair, pourquoi choisir et privilégier ce territoire-là plutôt qu'un autre, puisqu'il y a d'autres déserts médicaux. Voilà, c'est ce qu'on pourrait nous reprocher si on décidait de faire un choix comme ça. Mais puisque tu as jeté le pont, tu vois, je trouverais ça dommage de le couper. Déjà, bon, au niveau des échanges intermédicaux, mais également au niveau médical, données et sciences, qu'est-ce que... Enfin, tu n'es pas obligé de répondre tout de suite, là, mais est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais envie de compléter, de poursuivre, d'amplifier? Moi, je trouve que c'est quelque chose auquel il faut qu'on réfléchisse. Voilà, bien sûr. Ce que je voulais te dire. Bien sûr, bien sûr. Et donc, oui, alors moi, j'ai pas du tout l'intention de m'arrêter. Je continue d'ailleurs sur les petits projets, hein, les projets de développer toute leur plateforme de thérapie orale que je suis actuellement en train de faire, les projets de recherche. Donc, on a travaillé avec Unicancer pour qu'il y ait un cadre justement de toute cette recherche sur les projets notamment de cénologie. Et donc c'est sûr qu'il y a plein de choses à faire et à différents niveaux, hein. Créer cette réserve sanitaire pour qu'ils puissent avoir un accès facile à des oncologues quand ils en ont besoin. Pardon, Jean-Guillaume, tu avais peut-être une question. Mais donc, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire et il y a la recherche infirmière, nos IPA, envoyer aussi, parce qu'il y a un rôle très, très, très fort des infirmières là-bas, puisque c'est elles qui sont vraiment les piliers. En fait, c'est aussi c'est des terrains. Alors pour les internes, c'est absolument extraordinaire. Enfin, d'aller là-bas, ils ont accès, ils gèrent intégralement tout seuls des malades auxquels on ne leur a même pas touché ici. Enfin, c'est vraiment parce que on a besoin de bras et qu'il y a énormément de... Ouais. Une toute petite dernière question. Tu n'as pas d'explication là pour les HER2, pour la surreprésentation des HER2? Non, j'ai malheureusement pas, et j'aurais bien voulu fouiller, mais en fait, Est-ce que c'est pas juste la taille tumorale? La taille tumorale est-elle plus grande? La taille tumorale plus grande, c'est sûr, mais malgré tout, quand on voit alors en fait, c'est vrai que c'est toujours difficile, les impressions cliniques, mais en même temps, ça commence comme ça, et quand on est plusieurs à avoir la même, on se dit, il y a un truc. C'est-à-dire que s'il n'y a que moi, je me dis, j'ai mon prisme, mais pour les HER2, j'avais déjà eu cette question quand j'étais allée travailler il y a 10 ans. Et là, c'est l'interne me dit, ici, tu sais, il y a beaucoup d'HER2. Bon, d'accord. Donc, en fait, ça fait plusieurs personnes sur quelque chose qui est constant dans le temps. Peut-être que l'anticorps, il vire au soleil aussi, j'en sais rien. Enfin, il y a probablement d'autres explications. Non, en fait, il avait été formulé l'hypothèse par un monsieur qui est malheureusement mort, Birnbaum, Daniel Birnbaum, il est mort l'année dernière. Là. En fait, lui, il voyait ça, l'HER2, comme un événement, donc c'est au niveau de... une erreur au moment d'une mitose, tu vois, qui va survenir un peu tardivement dans l'évolution de la tumeur, que ce soit une RH- ou une RH+, et tardivement au moment du développement de la tumeur. Tu vois. Lui, c'était son hypothèse. Donc, c'est pour ça que je te demande, est-ce que c'est des tumeurs plus grandes? Parce que plus tu as une tumeur grande, plus tu as de risque d'être HER2 positif, en fait. C'est peut-être un effet taille, mais après, c'est vrai que c'est... En fait, Mais pas seulement. on rêve d'avoir les datas qui vont avec ça, et puis ça s'attaquer à un système réglementaire, juridique, etc., pour réussir à avoir des doutes. Et puis, en plus, c'est très compliqué là-bas, parce que revenir vers les patients pour leur demander l'autorisation de leur donner, en fait, ils n'ont pas d'adresse. Ils habitent au point kilométrique un tel, côté mer ou côté montagne, et après, le troisième cocotier. Donc, vous n'avez pas d'adresse. En fait, techniquement, il n'y a pas d'adresse. Ils n'ont pas de boîte postale. Vous ne pouvez pas revenir vers
Les malades, ils changent, un coup sur deux, ils travaillent un petit peu, puis après, ils se repayent du portable, puis après, ils ont le portable qui est coupé, donc ils changent de numéro de portable. Puis après, c'est très difficile de. On n'est pas du tout dans le curry où je consens à l'entrée, etc. Donc, c'est pas facile d'avoir ces grandes bases de données. Probablement un jour, ou probablement, en fait, la solution, ce serait qu'ils se branchent sur mon espace santé, puisque techniquement, ils pourraient. Mais ils ont en fait cette volonté aussi de rester indépendants en termes de. Ils ne veulent pas vraiment que leurs données partent en France. Et puis voilà, puis qu'est-ce que va devenir la Polynésie dans quelques années avec là tous les. Il y a une vraie déstabilisation des Outre-mer avec avec tout ce qui se passe en Calédonie, l'Azerbaïdjan et compagnie. Donc on sait pas politiquement et géographiquement même, non? Je vais jouer mon rôle de timekeeper. Désolée, on va prendre une dernière question de Florence. Merci Anne-Sophie. Oui, juste une remarque par rapport à ce côté HER2 positif extrêmement fréquent. Les fêtages, je ne crois pas beaucoup. Le seul lien que je verrai, mais que je n'explique pas encore, c'est le surpoids et le niveau d'obésité. Parce que ça me fait penser, non pas l'évolution qui traînerait, puisque les inflammatoires sont à un bon 30% HER2 positif et que le seul facteur de risque qu'on ait identifié, c'est le surpoids et l'obésité. Et je ne vois pas par quel mécanisme physiopathologique, si je puis dire, mais ça me semble une piste qu'il faudrait éventuellement creuser. Oui, parce que c'est clair que ça fait... C'est vraiment beaucoup plus grosse, quoi. Voilà. Ce que je disais, moi, c'était juste une réflexion de Daniel Birnbaum, qui était généticien de Marseille, là, mais moi, c'est intéressant, comme oui, parce que, par définition, les vrais inflammatoires surviennent extrêmement rapidement et ils sont vraiment beaucoup plus fréquemment HER2 positif. Merci à tous. On va clore ce rendez-vous IHU 100. Merci beaucoup Anne-Sophie pour ta présentation. Merci à vous pour votre invitation. Parfait. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, merci encore. Au revoir, merci beaucoup. Anne-Sophie.